Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, et vous connaissez la suite. Saga de toutes les sagas, Star Wars est l'épopée ciné la plus populaire du monde. Il est temps de disséquer tous les détails de tous les épisodes, et aujourd'hui, place au petit secret de la menace fantôme. Premier détail qu'on peut apercevoir lors d'une scène au Sénat galactique avec ces aliens ici, qui ne sont autres que des E.T., identiques au célèbre extraterrestre du film de Steven Spielberg. Un clin d'œil de la part de Lucas à son meilleur pote, qui n'est en fait qu'un retour de faveur, puisque dans le film de 1982 apparaissait déjà parmi les enfants déguisés pour Halloween, un Yoda, vers lequel courait d'ailleurs E.T. comme s'il avait reconnu un visage familier. Mais du coup attendez, des E.T. au Sénat, un extraterrestre qui reconnaît Yoda comme l'un des siens et qui fait voler inexplicablement un vélo dans le ciel, E.T. serait-il en fait un maître Jedi échoué sur Terre ? On vous laisse y réfléchir. Ce premier épisode, dans l'ordre chronologique des événements bien sûr, nous permet aussi de voir d'autres petits clins d'œil, notamment à d'autres classiques de la science-fiction, comme ce robot ici visible au fond de la décharge de Watto, qui n'est autre qu'un Evapod issu du film 2001 l'Odyssée de l'espace. George Lucas s'autocite également en passant avec cette inscription visible ici sur un droïde, et qui, si on y regarde bien, affiche 1138, référence au premier film du réalisateur, THX 1138, sorti en 1971. En plus de ces petits clins d'œil au monde de la SF, la menace fantôme nous laisse voir que les jeunes Keira Knightley, doublure d'Amidala ici, et Sofia Coppola là à droite, se sont glissés parmi les servantes de la reine, que l'acteur Warwick Davis, connu pour ses rôles dans Willow ou Harry Potter et qui jouait le rôle d'un Ewok dans la première trilogie, apparaît ici en spectateur de la course de pod, ou encore que Ahmed Best, l'acteur interprétant Jar Jar Binks, peut être visible derrière Palpatine, ici sous sa forme humaine, en tant que maître Jedi. Connu pour être massivement rempli de plans travaillés en images de synthèse, peu savent que seul ce plan-ci, du gaz sortant de la ventilation, est le seul élément du film à ne pas avoir été retouché. Les attentifs auront également noté que le communicateur de Qui-Gon Jinn est en fait un rasoir pour femmes modifié, que Darth Maul ne cligne jamais des yeux pendant le film à part une fois quand il se fait fendre en deux par Obi-Wan Kenobi, ou encore que le célèbre vaisseau de l'univers Star Trek, l'Enterprise, peut être visible ici à gauche près de Jar Jar Binks et là à droite près d'Amidala, tout flou mais bien là, naviguant parmi les autres vaisseaux de Coruscant. Les petits gars des effets spéciaux d'ILM étaient apparemment des fans. Enfin, si vous restez à la fin du générique de fin, vous pourrez entendre une respiration très familière, celle de Dark Vador bien sûr, mais ça, vous l'aviez remarqué ? Non ? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après le retour au cinéma de Star Wars avec la menace fantôme en 1999, la nouvelle trilogie se devait de prendre de l'ampleur, alors que le jeune Anakin avançait de son côté vers son sombre destin. L'attaque des clones a donc débarqué en 2002 dans les salles, tentant de répondre aux attentes des fans et proposant par la même occasion son lot de petits détails et secrets qu'on vous dévoile ici. Et notre premier détail est à la fois une blague, une référence et un vrai petit truc à ne pas louper. Sur la planète Kamino, à la fin du combat entre Jango Fett et Obi-Wan, on peut voir Fett s'enfuir à bord de son vaisseau. Au moment où celui-ci rentre à l'intérieur, on peut voir et entendre sa tête taper le sas de fermeture. Un petit détail déjà amusant en soi, qui est en fait un clin d'œil à l'un des ratés les plus drôles de la première trilogie. En effet, dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, on peut apercevoir un Stormtrooper taper son casque sur le haut d'une porte, une gaffe devenue culte avec les années et auquel George Lucas a voulu sans doute rendre hommage. Plus surprenant, Lucas glisse également un hommage à Matrix dans cet épisode 2. Dans la scène du bar sur Coruscant, alors qu'Obi-Wan boit un verre, on croise ce personnage de dealer renvoyé chez lui par le Jedi. Il est incarné par Matt Doran, le mouse de Matrix, accessoirement inventeur de la célèbre femme rouge qui distrait Neo. Une femme rouge qu'on retrouve elle aussi dans Star Wars, et oui, quelques secondes plus tard, aguichant Anakin. Clin d'œil final, on remarquera que les verres posés sur le comptoir devant Obi-Wan rappellent clairement les pilules bleues et rouges de la saga des Wachowski. Star Wars citant Matrix, voilà un hommage qui ravira les fans de SF. L'épisode 2 ne coupe évidemment pas à la bonne vieille tradition des caméos. Toujours dans la scène du bar, on peut apercevoir Anthony Daniels, l'interprète du célèbre C3PO, à visage découvert donc, et de nouveau Ahmed Best, l'homme derrière Jar Jar Binks, qui était déjà visible dans La Menace Fantôme. En plus de ce joli monde, le réalisateur George Lucas a fait participer sa famille, puisque la jeune demoiselle tout à gauche ici est Katie Lucas, la fille même du réalisateur, et plus tard dans la scène des archives Jedi, c'est au tour de Jet Lucas, fils d'eux, d'apparaître ici en jeune padawan.
Restons un peu dans ces archives où l'on peut voir ces multiples bustes qui représentent en réalité les têtes de plusieurs membres de l'équipe du film. D'après les responsables des effets spéciaux, le buste de George Lucas est en 4e position en partant de la droite ici. Et en parlant de blagues de techniciens, est-ce que vous vous souvenez de la vache que tente de dompter Anakin pour impressionner Amidala dans les scènes un petit peu ridicules de La Petite Maison dans la Prairie? Les responsables des effets spéciaux du film, oui, puisqu'ils n'aimaient pas vraiment le bestiau, allant même jusqu'à en envoyer une dans l'espace. Regardez bien ici, ce gros astéroïde possède bien 4 pattes. Mais ce n'est pas tout. Juste avant la scène du bar sur Coruscant, nous avons le droit à un joli plan des rues de la ville, dans lequel est visible, en haut à droite, le logo de Skywalker Sound, la société s'occupant de la post-production sonore, entre autres, de tous les films Star Wars. Pour le prochain détail, on reste au même endroit puisque pendant la course-poursuite, parmi le trafic ininterrompu de la capitale, les plus attentifs auront pu apercevoir en bas à gauche, là, un célèbre X-Wing pris en chasse par 3 TIE Fighters. C'est fou. Enfin, les gamers auront remarqué, toujours dans le bar de Coruscant, que les clients jouent sur l'écran ici à gauche au jeu Star Wars Pod Racer sorti sur Nintendo 64, ou encore que pendant cette scène où Anakin parle à Amidala, son ombre dessine les contours du casque de Dark Vador, comme pour annoncer sa transformation future dans le prochain épisode. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Conclusion de la prélogie Star Wars, La Revanche des Sith dépeint le déclin du jeune Anakin en sombre Dark Vador, ainsi que l'avènement de l'Empire, et fait le lien avec la trilogie originale. Tâche ardue qui ne l'a pas empêché de glisser en passant quelques petits détails qu'il ne fallait pas louper, mais comme on est sympa, on les a trouvés pour vous. Le premier détail concerne la toute première scène du film. Celui-ci commence par un long plan séquence de plus de 1 minute 15 au cœur de la bataille de Coruscant, qui était à l'époque le plus long plan post-générique de la saga. Un plan monstrueux donc, qui fera dire aux techniciens du film qu'ils ont dû y mettre à peu près tout, sauf peut-être un évier. Ou presque, puisque si on y regarde de plus près, ce débris se dégageant de l'explosion ici en haut à gauche et qui vient heurter un destroyer est en fait un évier. Une petite blague qui permettra aux techniciens de pouvoir dire qu'ils sont vraiment parvenus à tout mettre dans ce film. Dans la même scène, les personnages d'Anakin et Obi-Wan sont également identifiés respectivement comme Red 5 et Red Leader, un clin d'œil à la trilogie originale dans laquelle Luke a pour code Red 5 comme son papounet, et où le porteur du code Red Leader est Wedge Antilles, interprété à l'écran par Dennis Lawson, un acteur qui n'est autre que l'oncle de Ewan McGregor à la ville. Star Wars, c'est donc une grande histoire de famille. Mais ce n'est pas le seul clin d'œil du film à la trilogie originale, puisqu'on peut également voir un vaisseau familier, le Faucon Millennium de Han Solo, accosté ici en bas de l'écran. On peut aussi remarquer que le vaisseau du sénateur Organa, une corvette corellienne, est le même que celui de la princesse Leia au début de l'épisode 4, ce qui n'a rien d'anormal puisque Leia devient plus tard dans le film la fille adoptive du sénateur. Enfin, pour en finir avec les clins d'œil à la saga, les plus attentifs auront vu que le dernier plan de ce 3e épisode est un clin d'œil à un plan de l'épisode 4 encore, que ce 3e épisode est aussi le seul de la saga à se terminer par une image qui ne contient pas le célèbre duo R2D2 C3PO, tous les autres films les ont bien eux. Et en parlant de C3PO, il est aussi celui qui dit la dernière réplique de la prélogie, amusant quand on sait qu'il dit également la toute première réplique de la trilogie originale. Enfin, en plus de ces petits détails hommages, La Revanche des Sith contient aussi des caméos, dont un qu'on n'attendait plus, puisque c'est un caméo du créateur même de la saga, George Lucas. On peut l'apercevoir lors de la scène de l'opéra, ici en bas à gauche, dans le rôle très bleu du baron Papa Noïda. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 10 ans après la sortie du dernier film live Star Wars au cinéma et 32 ans après le retour du Jedi et la fin de l'histoire, le réveil de la Force s'apprête à débarquer sur les écrans du monde entier et, on l'espère, refaire briller nos yeux d'enfants. Mais avant que le film ne sorte, voici les petits secrets et détails des bandes annonces du film que vous n'avez peut-être pas remarqué. Notez bien que nous n'avons pas encore vu le film de J.J. Abrams et que tout ce qui va être dit ici n'est que pure spéculation des gros fans que nous sommes. Et le premier des petits détails concerne l'adorable petit robot du film, BB-8. Cette petite boule surmontée d'une petite tête est en fait basée sur l'un des tout premiers concept art de R2D2, où notre robot préféré n'était qu'un petit droïde se déplaçant sur une sphère. On le voit d'ailleurs bien sur l'un des croquis du célèbre illustrateur de Star Wars, Ralph McQuarrie. L'artiste semble d'ailleurs être une forte source d'inspiration pour ce nouvel épisode, car sur cette image de la bande-annonce où Rey conduit son drôle de véhicule, on peut voir au loin une arche venue tout droit de l'un de ses anciens concept art pour le palace de Jabba le Hutt dans les années 80, d'où cette question, y aurait-il des Hutt sur la planète Jakku ?
Ce plan nous permet également de faire la connaissance de Rey, la jeune fille qui semble avoir recueilli BB-8. Elle ne semble pas avoir une très haute estime d'elle-même et doit apparemment fouiller les ruines de vaisseaux pour survivre. On peut la voir ici avec un drôle de masque, un masque qui rappelle par ses yeux notamment un casque de Stormtrooper. Rey serait-elle une reine du recyclage? On peut ensuite la voir déambuler dans ce qui se présente comme une carcasse de destroyer impérial, comme visible sur ce plan. On aura également noté que l'on peut voir en bas à droite une carcasse de TIE Fighter prise dans le sable, ainsi que celle d'un T4 juste à côté. Dans cette scène, où elle regarde partir un vaisseau au loin, on peut également voir au premier plan un bout de ce qui ressemble à un pied d'AT-AT, ces gros véhicules à 4 pattes de l'Empire, visibles dans l'épisode 5. Cela confirmerait la rumeur que Rey vit sur cette planète Jakku à l'intérieur d'une carcasse d'AT-AT, comme visible sur cette photo de tournage, mais ce n'est qu'une rumeur. En parlant de véhicules, l'un des plus célèbres a fait son apparition dans les 3 bandes annonces, c'est bien sûr le Faucon Millennium. Et un petit détail a bien été respecté, si l'on regarde le haut de l'appareil, son antenne principale est carrée. Dans la trilogie originale, l'antenne du vaisseau est ronde, mais le Faucon la perd lorsque Lando s'en va détruire l'étoile de la mort dans le retour du Jedi. Soucieux des détails, J.J. Abrams a donc apparemment redonné une nouvelle antenne au célèbre vaisseau, de quoi repartir pour une nouvelle trilogie. Les plus attentifs auront noté que dans la 3e bande-annonce, on peut voir arriver Rey, Finn et Han Solo dans un mystérieux endroit bardé de drapeaux. Et parmi ces drapeaux, on aura remarqué le symbole des Mandaloriens, ici en haut au centre, plus connu pour être rattaché au personnage de Boba Fett. On retrouve même le drapeau blanc et bleu de la course de pod de Anakin dans la menace fantôme, ici en haut à droite. Ce temple, un endroit énigmatique où vont trouver peut-être refuge nos héros, et qui semble être la forteresse du personnage Maz Kanata, interprété par Lupita Nyong'o. Un personnage qui a visiblement été dévoilé sur l'affiche finale du film, juste ici, là, coincé entre BB-8 et R2-D2, ce serait ce petit alien orange. Dans la dernière bande-annonce, on a en plus droit à une séquence du Faucon Millennium en hyperespace, et pour la première fois de l'histoire de la saga, vue de devant. Les fans de J.J. Abrams auront d'ailleurs reconnu ce plan qu'on retrouve quasiment à l'identique dans Star Trek, lorsque l'Enterprise passe elle aussi en hyperespace. Enfin, une petite théorie pour terminer avec cette image d'une raie en pleurs au-dessus du corps de quelqu'un, mais de qui? De notre côté, on pencherait pour Chewbacca, notez ici à droite les petits poils qui volent au vent, et ce qui ressemble à une lanière de cuir, comme la cartouchière du célèbre Wookiee. Tout ceci n'est bien sûr qu'une théorie, et vous, entre les bandes annonces et les photos, qu'aviez-vous remarqué? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? La guerre des étoiles, le film par lequel toute la saga a commencé, sortit un beau jour de mai 1977. On y découvre pour la première fois les fameux C3PO et R2-D2, Luke, Han, Leia et toute la bande, pris en chasse par le méchant de tous les méchants, Dark Vador. Star Wars, le film culte par excellence qui recèle quelques petits secrets et détails que vous n'avez peut-être jamais vus. Pas de soucis, on est là pour vous les montrer. Et comme premier détail, nous allons nous intéresser au vaisseau rebelle pris en chasse au début du film par le destroyer de l'Empire. Si le détail en lui-même n'est pas visible à l'écran, ce vaisseau cache dans sa cabine de pilotage non pas son équipage, mais un tout petit mini-poster de la guerre des étoiles, ainsi qu'une affiche coquine d'un magazine Playboy de l'époque. Des petites additions faites à la maquette du vaisseau sur le plateau, surtout pour s'amuser entre techniciens. A savoir également que ce vaisseau était en réalité plus grand que le destroyer impérial, mais grâce à la magie des effets spéciaux, c'est l'inverse qui est visible à l'écran. On en profite en passant pour vous inviter à regarder les émissions consacrées aux épisodes 2 et 3 de la saga Star Wars, où des détails de l'épisode 4 sont aussi évoqués. Comme par exemple ce Stormtrooper se tapant la tête contre le haut d'une porte au détour d'une scène. Pour continuer sur les détails de l'épisode 4, les plus observateurs auront noté que lorsque Luke se fait attaquer par un guerrier Tusken, celui-ci brandit son arme au-dessus de sa tête. Si on y regarde de plus près, on remarque que le monteur du film a rallongé le plan en le faisant passer une fois à l'endroit puis une fois à l'envers pour donner l'impression que le Tusken lève plusieurs fois les bras en l'air. Malin, non? On vous invite à revoir la scène pour vérifier par vous-même. Cet épisode 4, étant le premier film Star Wars, a dû mettre beaucoup d'éléments en place et le jeune George Lucas a souvent dû trouver des noms improbables à ses personnages. Ainsi aviez-vous remarqué que le terme de Jedi venait en fait du japonais. En effet, au Japon, un Jidai Geki est un soap télé qui se déroule au Moyen-Âge et montrant les aventures de samouraïs. À l'époque de l'écriture de Star Wars, Lucas revenait du Japon où il avait entendu le mot, qu'il a aimé et gardé pour son film. Dans le même genre, le nom du célèbre petit robot R2-D2 vient du film précédent du réalisateur American Graffiti. Au moment du montage, Lucas a demandé à son technicien de lui passer la bobine 2 du dialogue 2, Reel 2, Dialogue 2, en anglais, ce qui donnera plus tard R2-D2.
Dans cette petite rubrique d'où viennent-ils, si on sait que George Lucas s'est beaucoup inspiré des westerns et des films de guerre de son enfance, les cinéphiles auront aussi remarqué que C-3PO trouve son origine dans un autre célèbre robot du cinéma, celui du Metropolis de Fritz Lang. On aura également noté que le squelette à côté duquel passe le robot doré ici est celui d'un dragon Krayt et qu'en retournant sur les lieux du tournage en Tunisie pour les scènes de la prélogie, l'équipe a retrouvé le squelette à la même place sans qu'il n'ait apparemment été touché pendant près de 20 ans. Si l'on prête l'oreille dans la scène où Luke, Han et Chewie s'infiltrent dans l'étoile noire, on peut entendre Chewie être envoyé dans la cellule 1138, référence à l'un des précédents films de Lucas, THX 1138, et enfin dans la célèbre scène de la cantina où s'arrêtent nos héros, on peut voir que le réservoir à bière ici au centre du bar a été réutilisé pour faire la tête du chasseur de primes IG-88, l'un de ceux avec le célèbre Boba Fett, à partir à la poursuite de Luke, Han et Leia dans l'Empire contre-attaque. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Ils l'ont fait, les rebelles ont explosé l'étoile noire et gagné une bataille de taille face à l'Empire. Mais que Luke, Leia, Han et leurs amis fassent attention, car quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. Voici les petits secrets et détails de cet épisode 5 de la saga Star Wars. L'épisode 5, un épisode riche en rebondissements qu'on vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait, histoire de vous éviter quelques spoilers. Plein de rebondissements donc, qui nous amèneront des plaines de Hoth jusqu'à la cité des nuages de Bespin, sur laquelle Dark Vador révélera à Luke qu'il est son papounet, et en lui coupant la main au passage. Un événement qui nous permet de revenir sur un détail récurrent de la saga Star Wars, le démembrement. Ainsi, dans tous les épisodes, un ou plusieurs personnages perdent un bras, une jambe ou bien plus par démembrement. En voici une liste non exhaustive. Vous êtes prêts ? Dans la menace fantôme, Dark Maul se fait littéralement trancher en deux. Dans l'attaque des clones, c'est Anakin qui perd son bras dans un combat face au comte Dooku. Dans la revanche des Sith, Dooku, Grievous, Mace Windu ou encore Anakin perdent tous une partie de leur corps. Dans Un Nouvel Espoir, c'est Panda Baba qui, après avoir un peu trop embêté Luke et Obi-Wan dans la cantina, perd son bras. L'Empire contre-attaque voit, comme on l'a dit, Luke perdre sa main par le sabre de Dark Vador. Et enfin, dans Le Retour du Jedi, on inverse les rôles. C'est Luke qui remet les compteurs à zéro avec Dark Vador en lui coupant la main. Le démembrement, une obsession de George Lucas visiblement. Ce paquet de bras et de jambes coupés ne nous empêchera pas de voir que cet épisode 5, souvent considéré comme le meilleur de la saga, recèle d'autres petits détails. Comme le fait que plusieurs astéroïdes dans cette scène sont en fait soit une patate à gauche, soit une chaussure ici à droite, qu'en plus de jouer le rôle du célèbre chasseur de primes Boba Fett, l'acteur Jeremy Bulloch est visible ici en garde impériale qui emmène Leia, et dans la catégorie caméo, les plus avertis auront remarqué l'apparition du réalisateur Joe Johnston, futur papa de Jurassic Park 3 et Captain America, ici en garde rebelle sur Hoth. Johnston travaillait à l'époque sur le film en tant que directeur des effets visuels et s'est trouvé une petite place à l'image. Enfin, pendant le célèbre combat Luke contre Vador, on aura remarqué que la véritable phrase du film n'est pas « Luke, je suis ton père » comme le prononce mal le monde entier depuis 30 ans, mais bien « Non, je suis ton père », ou encore qu'on peut noter ici la présence d'une tête de Mickey sur le mur du fond. Amusant quand on sait que la franchise sera rachetée par la société de la célèbre souris quelques décennies plus tard. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?